Bonjour à tous, première vidéo de ma location d'une Tesla Model Y de 2023, 60 kW standard. On va faire un long périple puisqu'on va faire 2500 km à peu près de la région de Lille vers Tarbes, vers Lyon et retour à Lille. Donc on va pouvoir éprouver un peu cette voiture, le niveau de qualité des superchargeurs, leur capacité. Pour la charge de cette Tesla, donc j'étais à 74%. Je m'attendais à ce que ça traîne vraiment des pieds pour aller jusqu'à 100%. On est maintenant à 91%. Ça continue à monter. Je vous fais un petit de ce que ça donne. Vous voyez, il me donne encore 35 minutes, ce dont je doute, parce qu'on est déjà à 91%. Bon, on va voir un peu ce que ça donne. Petit bilan avec cette Tesla Model Y après 1000 km à peu près fait. On va dire 90% d'autoroute et puis 10% de nationale, départementale. Très bonne tenue du véhicule. La tenue de route est très bonne pour une propulsion. Je ne me suis jamais senti en difficulté avec elle, malgré des conditions qui étaient un peu particulières, de pluie, de vent, de tout ce que tu veux. Pas de problème de ce côté-là. On note j'ai eu un effet ghost en termes de freinage automatique sur autoroute. Elle s'est mise à piler toute seule de manière un peu sporadique. Ça m'est arrivé même une ou deux fois. Vaut mieux avoir les pieds quand même à proximité des pédales pour pouvoir compenser et réaccélérer s'il se passe vraiment rien, pour pas trop surprendre les véhicules à l'arrière. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, j'ai vu beaucoup de vidéos où les gens en parlaient, je l'ai constaté moi-même, donc c'est un phénomène qui existe bel et bien. Qu'est-ce que je peux aussi vous annoncer comme petit point positif quand même sur cette voiture aussi, c'est voilà, et tout est hyper accessible avec cette tablette. Faut quelques minutes pour s'y mettre, mais globalement vraiment c'est bien foutu, il n'y a pas à dire. Autre fonctionnalité sur cette Tesla Model Y, on a les deux boutons quand même sur le volant, il n'est pas complètement dépouillé de boutons. Celui-ci au droit, au bas, qui permet de régler le son. Droite-gauche permet de régler les stations, changer les stations de radio, je vais y arriver. Pas super accessible, hein. Si tu fais pas, hop, faut vraiment, il dépasse très peu, donc pas super accessible, à revoir. Celui de droite, donc t'appuies une fois dessus, ça fait appel à la synthèse vocale du véhicule. D'ailleurs, il va certainement comprendre un peu ce que je dis si je parle un peu français, toujours. Au bas, ça permet, hop, faut qu'il dégage, voilà. Au bas, je sais plus à quoi ça sert, je reviendrai dessus. Et droite-gauche, ça permet de régler la distance avec le véhicule quand on est en régulateur adaptatif. Hop, véhicule très proche, pouf, 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 pouf. 7, je sais pas à quoi correspond le 2 ou 7, c'est pas des mètres, j'espère en tout cas. Et donc ça permet d'être plus ou moins, de régler la distance par rapport au véhicule qui vous précède quand vous êtes en régulateur de vitesse. Petit exemple de charge sur une borne de ville, 22 kg. Juste mettre sa carte genre charge map sur la zone RFID. La petite trappe s'ouvre. Il faut insérer son câble dans le connecteur femelle, bien sûr. Pas trop éclairé, il faut le trouver. Dans la Tesla, bien sûr. Et puis après, à l'extérieur de la voiture, on voit ce qui se passe. On a le temps, pourcentage de charge, une petite symbolisation de la batterie. Et voilà, et c'est fini. Voilà, la charge est arrêtée. Enfin, en tout cas, j'ai arrêté la charge à 90% de charge sur ma borne 22 kg de ville. Donc, globalement, 48 minutes pour récupérer un peu plus de 10 kg. Donc, disons, sur autoroute, une cinquantaine de kilomètres. Bon, ça se prend. Facture, 4,80 €, je crois. Ça va, ça le fait. Préalablement, je m'étais connecté sur une borne plus petite encore, une 8 ou 9 kg dans la ville. Et là, au bout de 5 minutes, il se passait que dalle. Donc, j'ai décidé de changer de borne. Le principe de raccordement était globalement le même. Pas hyper précis, je pense. Les indications sont écrites petites sur la borne, mais bon, à chaque fois, c'est le même principe. Qu'il y ait un bouton ou pas, etc. On connecte, on met sa carte RFID sur la borne. Et puis là, on entend la petite trappe qui s'ouvre. On ouvre la trappe, on insère le câble. Ça part tout seul dès qu'on branche la Tesla, ou sinon il y a un petit bouton vert ou rouge pour arrêter ou pour commencer. Le principe reste le même.
Autre point à constater sur cette Tesla, j'ai eu un effet, ce qu'on va dire, anti-ghost sur l'essuie-glace. J'étais sur l'autoroute, j'étais à 130, il pleuvait, il y avait du vent, etc. Un véhicule m'a dépassé, m'a projeté de l'eau, et l'essuie-glace automatique ne s'est pas déclenché. Donc là, pendant quelques secondes, comme j'ai pas eu de formation digne de ce nom sur le véhicule, c'était pas la panique, hein, mais en tout cas, j'étais un peu en difficulté. Ouais. Donc j'ai attendu que ça passe, et puis bêtement, après, je me suis rendu compte que sur le Komodo, forcément, il y avait quand même une position pour les essuie-glaces. Le Komodo, ici, qui est de ce côté du volant, et de toute façon, il y a un symbole essuie-glace. Hein, donc si on appuie au bout ici, on envoie une pichenette d'essuie-glace, et puis tout rentre dans l'ordre. Ouais, je constatais qu'en termes d'éclairage, je m'attendais, j'avais même entendu hein, que l'éclairage était un peu problématique, un feu de route ou éclairage normal. Pas du tout. Hein. En termes d'éclairage, là c'est parfait. Le plein phare crache comme il faut. Les phares normaux aussi posent aucune difficulté. Très bon point de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on constate? On voit qu'en termes de charge, quand on charge, la voiture, on l'affiche avec ce petit liseré vert. Ce petit liseré, il existe aussi, il apparaît aussi quand on est en phase de conduite. Quand on accélère, à peu près, on va dire, au milieu à partir d'ici, elle monte en blanc vers le haut quand on accélère plus ou moins fort. Et quand on décélère en phase de récupération d'énergie, elle descend plus ou moins en vert, selon la récupération, si elle est importante ou pas. Régulateur de vitesse, dans cette zone-là, vous aurez la vitesse limite qu'elle a réussi à lire, ou je sais pas si c'est une caméra ou si c'est par GPS, mais en tout cas, globalement, là, les récupérations de vitesse sont à peu près bonnes. Si vous êtes en régulateur de vitesse et qu'il est activé, hein, donc Komodo vers le bas, eh bien, vous appuierez simplement sur le bouton, en tout cas sur la zone de vitesse limitée, et la voiture ira se mettre à cette vitesse. Donc, vous êtes à 80, la vitesse limitée est à 130. Ici, à 130, vous appuyez dessus, hop, la voiture monte toute seule à 130 automatiquement. C'est pas mal foutu. En termes de charge aussi, quand on est branché sur un superchargeur et que la prochaine destination est déjà paramétrée dans le véhicule, ici dans cette zone là, quand vous serez en itinéraire bien sûr, et bien vous aurez ici là en bas, peut-être même dans la phase de recharge, je sais plus vous dire. Hop, là, tac. Ici là vous aurez le pourcentage à destination, et plus vous chargerez, forcément, plus le pourcentage vous serez à 0 sur le lieu de destination, 0%. Et donc, si vous voulez mettre la charge en plus, et vous verrez le pourcentage qui augmente, 1, 2, 3, 4, 5, etc. au-delà de ce qu'il vous faut pour aller à cette destination. Alors, j'ai programmé le superchargeur de Auchan, et puis donc la voiture se met en préconditionnement pour que la charge soit plus rapide. On verra ce que ça donne. En programmant le superchargeur, il est arrivé qu'on m'indique que j'avais du temps d'attente ou autre. Là, c'est pas ce qu'il m'annonce. On verra bien ce qu'il en est. Donc, une fois sur place. Alors, petite vidéo pour vous expliquer ce qu'on voit quand on tape un superchargeur sur l'interface de navigation. On voit que en termes de prix, c'est pas ce qui est affiché quand on va sur l'application. Donc, moi, je suis dans une situation un peu particulière vis-à-vis de la facturation de ce temps. Donc, on verra si la personne à qui j'ai loué la voiture à 0,31, hein, comme c'est affiché là, ou plutôt 0,41, comme on le voit sur l'application. Ouais. Donc ce point est à suivre. À bientôt. Alors, bilan de ce périple de 2800 km avec cette modèle Y 2023, 60 kg, que je viens de finir de laver pour la rendre à son propriétaire. Eh bien, plutôt satisfaisant. 19,4 kW au 100 km, sachant qu'on a fait 90% d'autoroute, 10% de nationale départementale. Température de ici 1 degré jusqu'à 9 degrés. Donc on a eu aussi tous les types de temps, la pluie battante, la petite pluie, la grosse pluie, du brouillard. On a eu vraiment tous les temps possibles dans des conditions qui n'étaient pas hyper formidables. Dernier petit point que j'ai remarqué sur cette voiture, donc en termes de son, moi j'ai pas eu de problème de son. Hein. Je suis pas non plus un mélomane de première, mais en tout cas le son est tout à fait correct sur cette voiture. Du gros son, du petit son, voilà, pas eu de problème de ce type. L'autopilote, on a essayé l'autopilote quand même dernièrement pour voir ce que ça donnait. Donc la voiture vous maintient entre deux lignes bleues qui sont censées être les lignes
des lignes sur discontinues sur la route, ou lignes continues, bien sûr. Donc on doit mettre les mains sur le volant régulièrement, je sais pas, toutes les 2, 3, 4 minutes, je sais pas chronométrer, mais c'est ordre de grandeur. Et puis si vous n'avez pas les mains sur le volant, la voiture, eh bien, elle vous fait un rappel en bleu d'abord, clignotant sur la tablette, puis ça devient rouge, puis elle symbolise des mains qui doivent être sur le volant. Et puis au bout d'un moment, si vraiment il se passe rien, vous mettez pas les mains sur le volant, eh bien, elle se met en warning et elle freine le véhicule. Ouais, donc ça peut être plus ou moins sécurisant selon le cas de figure. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Les pleins phares adaptatifs, super. Là, j'ai pas de véhicule équivalent qui fasse ça. Là, c'est vraiment assez exceptionnel. On met les pleins phares tout le temps, en fait, et la voiture, voilà, elle adapte le niveau de plein phare, la zone de plein phare en fonction des véhicules devant, des véhicules que vous allez croiser. Super option. La qualité des sièges, je sais pas, j'ai rien à redire. Je m'attendais à quelque chose de relativement fragile. Apparemment, c'est quelque chose à base de pommes, donc ça paraît peut-être léger au premier abord. Mais en tout cas, ça c'est très bien. J'ai bien peur que cette zone-là est assez relevée et enveloppe bien le conducteur, mais j'ai bien peur que cette zone-là quand même souffre assez rapidement. Mais sinon, le maintien est excellent. Rien à redire de ce côté-là. Concernant l'ouverture et la fermeture du véhicule, moi j'ai eu accès que à cette carte, format carte de crédit là, que j'ai coincé là pour la montrer. Et pour ouvrir et fermer la voiture, on la pose ici sur le montant. Et vous voyez, la voiture, elle a que 28 000 km et elle est déjà bardée de rayures. À mon avis, ça va pas être très beau. Dernier point noir, pour moi, c'est la climatisation. Là, il y a un truc qui est pas abouti. On n'arrive jamais à avoir la température qu'on veut, ou le flux qu'on veut, ou où on le veut. Il se passe toujours un truc où la clim se met en route sans qu'on lui demande, où l'air chaud ne vient pas, où il vient trop. Ou, voilà, là, c'était assez compliqué à gérer. Autre problème potentiel, c'est la tablette. Il y a trop de fonctions sur cette tablette. Moi, je pense que l'anti-brouillard, pour ne citer que lui, n'aurait situé sur un Komodo et pas sur la tablette, comme les rétroviseurs. Donc, les caméras latérales ici font fonction rétroviseur quand vous mettez le clignotant, à droite ou à gauche. Bon, la tablette est au milieu. Quand vous tournez à gauche et que vous devez regarder sur la tablette ce qui se passe, bon, je vois pas trop l'intérêt. Le seul intérêt ici que j'y trouve, c'est quand les conditions sont vraiment compliquées, qu'il pleut à verse. Je pense que la caméra a une super vision et permet, peut-être même en temps de brouillard, permet de voir vraiment ce qui se passe là où l'œil humain peut-être ne verra pas. Autre point à noter sur ce véhicule, donc les points négatifs, on va dire les effets ghost sur autoroute, quand on est au régulateur adaptatif avec un véhicule sur autodroite que vous dépassez. C'est arrivé 2-3 fois de manière assez brutale, voire dangereuse. Je dirais presque jusque-là, si vraiment la personne n'est pas en capacité de corriger rapidement ou de remettre un coup d'accélérateur, ça peut être problématique si des véhicules vous suivent. J'ai eu cet effet aussi, moins problématique, mais quand même, concernant les glaces. Les essuie-glaces, donc, qui, même en mode auto, se mettaient pas en route. Se mettaient pas en route et j'avais des gerbes d'eau qui me sautaient dessus. Donc, j'ai failli avoir un problème ce coup-là. Qu'est-ce qui rend ce véhicule positif? Alors, selon moi, j'ai été satisfait par la qualité de confort du véhicule. Au bout de 2800 km, on peut quand même se faire une petite idée. On est bien maintenu dans les sièges sont de qualité, sont agréables à toucher, tout comme le volant. L'intérieur est moussé, c'est mieux fini que certaines Renault, à mon avis, pour le même prix, voire peut-être moins. Niveau de l'insonorisation aussi, pour moi, j'étais super satisfait. Très peu de bruit de roulement. Les vitres sont quasiment en double vitrage, ce qui doit largement participer à l'amélioration de l'ensemble. Vraiment très positif. Je trouve qu'au niveau de la puissance, c'est hyper agréable, c'est suffisant, c'est disponible tout le temps. J'ai roulé en mode confort, même pas en mode au taquet, je sais plus comment s'appelle l'autre, avancé je crois, ou standard. Mode standard, je l'ai utilisé 2-3 fois pour rigoler, pour montrer aux gens, mais sinon le mode confort suffit largement. Modularité aussi, ce véhicule, on peut en faire n'importe quoi. Le coffre avant est quand même un sacré plus. Le coffre arrière avec en plusieurs parties permet de charger aussi en long, en large, en travers. Pour 4 personnes, ça n'a pas posé de problème. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Fiabilité des superchargeurs. Ça, c'est un réel point positif. La petite mesure, c'est que doit sortir de l'autoroute, donc on perd forcément un petit peu de temps quand on doit y aller.
Mais au moins ils sont là, ils sont fiables, hein, parce que sur une aire de repos, on a vu que les autres qui étaient sur une borne NJ, 2-3 étaient hors d'usage, les gens devaient attendre, etc. Je dis pas que j'ai pas dû attendre à certains superchargeurs, c'est arrivé, peu, mais c'est arrivé. Mais en tout cas, voilà, quand on se plug, au moins on est sûr que ça va marcher. Certains sont un peu vieux, les superchargeurs, et on fait des pointes à 60 kg là où la majorité des bornes sont à 170. Bon, mais enfin, il est là, il fonctionne, et voilà, il y a juste à prendre un peu de patience, et on arrive toujours à faire sa recharge dans de bonnes conditions. Au niveau de la tenue de route aussi, très important cette tenue de route, hein, parce que je vous dis, j'ai eu des conditions quand même compliquées, de flotte, et puis de neige, de givre, enfin vraiment tout eu pour cette époque en hiver là. Malgré que ce soit une simple propulsion, j'ai eu aucun problème de comportement. J'ai refait des essais ce matin là dans vraiment des zones à l'ombre qui ont gelé cette nuit, je pense à 3-4 degrés. Bon, ouais, l'électronique reprend le dessus et vraiment, vous n'avez pas de sensation de difficulté ou d'être en difficulté à un moment ou à un autre. Alors pour conclure sur ce périple de 2800 km, est-ce que c'est une bonne idée de prendre un modèle Y 60 kg? La réponse est presque évidemment pas forcément. Pas forcément. Vous allez vous arrêter régulièrement, tous les 2 heures, 2 heures et quart, 2 heures et demie grand maximum, selon les conditions climatiques, selon la circulation, selon votre mode de conduite. C'est sûr qu'un modèle 75 kg sera plus favorable pour permettre d'espacer un peu les arrêts. Alors nous, on s'est organisé, hein, on s'est organisé. En tout cas, on va pas dire qu'on a subi parce que c'est pas le mot, mais en tout cas, on a fait avec. On sait, voilà, il y a des jeux qui sont autorisés sur la tablette. Certains font de la tablette, d'autres vont marcher un peu. On s'est arrangé, on s'est acclimaté à ça, on s'y est fait. On a perdu du temps, c'est vrai, on a perdu du temps. Après, on en avait un peu, on en a profité. Donc, si vous êtes un peu pris par le temps, orientez-vous vers une 75 kg ou d'autres modèles qui ont des capacités plus importantes. Mais celui-ci est vraiment hyper optimisé. Je vous dis 19,4 avec la route qu'on a fait dans les conditions où on les a faites, c'est quand même un super score. Donc moi je vote pour ce véhicule. 75 kg, ça me paraît très bien. 60 kg si vous faites beaucoup de villes ou en tout cas des petits parcours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis j'espère que je vais pas trop me faire défoncer parce que c'est la première vidéo que je fais. Je me suis pas présenté, je vais le faire maintenant. Donc j'ai 50 ans, j'ai 2 enfants. En termes de véhicule, j'ai une Prius Plus qui a une bonne dizaine d'années et 212 000 km. Et puis une Leaf vieux modèle 24 kg. Donc je suis un peu acclimaté à tout ce qui est hybride ou tout ce qui est électrique, mais sur des parcours vraiment hyper restreints. Donc voilà, on voulait économiser un peu notre Prius et découvrir un peu l'électrique. On l'a fait avec ce modèle Y. J'espère que ça vous a plu et puis que j'ai pas raconté trop de conneries. Voilà, peut-être à bientôt sur une prochaine vidéo.